Donc bonjour à tous, on va lancer donc ce nouveau webinaire de conception et de calcul de structure en béton armé. Donc là aujourd'hui je suis donc avec Mohamed Amouche, Hernan Ludovici, Antonio Martinez, Carlos Fernandez. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à Bonjour. tous. Bonjour. Bon, pour tous ceux qui ont suivi les cycles, on vous a vu parfois l'un, parfois l'autre, très souvent Antonio, sur les différents autres webinaires du cycle. Donc là, on est venu à plusieurs pour se passer un petit peu la balle sur le sujet de la conception sismique avec vous. Alors, le webinaire va durer donc normalement une petite heure, en comptant les questions-réponses. Donc, qu'est-ce qu'on va voir, comment on a organisé notre présentation? Déjà, donc, on fera une présentation essentiellement donc, sur le logiciel CIPCAD. Alors, on a aussi le logiciel CIP 3D qui intègre la sollicitation sismique, mais finalement, on a une interface similaire et en tout cas, on verra que c'est très fouillé, très complet sur le bâtiment en béton armé, la résolution sismique dans CIPCAD. Au niveau des tempos de la présentation, ce sera assez linéaire, parce qu'on va le faire sur la démonstration sur un projet type qu'on aura tous chez nous. Tout d'abord, on verra avec donc Carlos le sujet de l'activation de la norme d'action sismique et l'activation des vérifications associées finalement dans les données générales. Ensuite, Hernan nous parlera d'options de conception sismique au niveau du projet, sur des options sur les éléments du projet. Antonio nous fera un point sur l'analyse et l'analyse des résultats pour le bâtiment complet, et donc une analyse globale dans la phase conception avec tout ce qui est intéressant de consulter pour valider la bonne conception du bâtiment sismique. Mohamed nous complétera le sujet sur le dimensionnement en fait des éléments après réalisation du calcul, notamment au niveau du ferraillage, des notes de calcul associées sur le sujet sismique. Puis comme d'habitude, on ne se passera pas d'un petit export à BIM Server, de la modélisation structurelle réalisée et aussi de la simulation la déformée à BIM Server afin de partager le résultat de la conception à l'architecte. Le bâtiment dont qu'on va tous se passer entre nous, c'est celui-ci. C'est un petit bâtiment de bureau. Donc, on va le voir un petit peu détaillé par chacun. Attendez, je vais le faire en coupe. Voilà, en coupe horizontale. Donc, on est sur un bâtiment fondé sur des semelles sur pieux, un réseau de longrines, un plancher bas, et ensuite on est sur des étages similaires avec notamment des parties du projet avec des murs en béton armé et des poteaux intérieurs et du plancher. Et ensuite, une connexion par des poutres et des planchers dalles. Voilà, des poutres en retombée et des planchers dalles. Donc un projet, et on a un noyau de cage d'ascenseur aussi qui est constitué en mur en béton armé. Voilà. Et donc c'est ce bâtiment-là qu'on va manipuler entre nous tous sur les différentes options. Sans plus d'introduction, je te donne la main, Carlos, si tu veux, pour démarrer ta partie, et ensuite on se passera la main petit à petit sur ces différentes parties. Merci Yves. Bon, je vais partager mon écran. Je crois que... Ah oui, j'ai un bâtiment qui est développé, calculé à Chili. Nous sommes présents à Chili depuis 25 ans et c'est un type de structure qui c'est la structure des bâtiments normales avec des murs et des dalles pleines, non, que c'est normal. Et je crois qu'aussi en France peut-être un type de structure et de conception contre le séisme qui peut être bien conceptué. Oui, pas un poteau, Bon, et ça arrive très souvent, ça.
Ouais. Oui. Bon, je vais changer à les projets d'initiation bureau, que c'est l'exemple que tu as montré déjà. Et je vais parler de toutes les données générales. Il y a une option, l'option ouvrage, données générales, où vous pouvez définir toutes les questions relatives à les normes, les matériaux, les actions et toutes les choses de caractère général qu'il faut définir au début de la saisie des données pour la structure en CP4. Non? Ici, vous pouvez voir que les normes que j'ai choisies sont les zéro codes avec l'annexe nationale de France, le code 2, 3 et 4 pour les aciers, 5 pour les bois, 9 pour l'aluminium, mur en bloc de béton, les 6 et le plancher mixte, le code 4. Non? Mais c'est vrai que CIPE a la possibilité de choisir de différentes normes de différents pays. Dans notre cas, c'est vrai que nous pouvons choisir encore la VAL 91 qui est révisée à l'année 99 et vous pouvez choisir des autres normatifs que vous pouvez voir ici, non? De beaucoup de pays. Je laisserai l'Eurocode 2 qui est la norme que nous avons sélectionnée pour montrer cet exemple. De la même façon, si nous avons déjà défini les normes, les matériaux sont adaptés à la prescription qu'il y a dans la norme que vous avez choisie. Dans ce cas, on peut définir des différents matériaux. Je crois que nous avons déjà parlé de tout ça, les matériaux qu'on peut choisir pour chaque élément structurel. Et l'acier en barre pour le renforcement de tous les éléments. Et ici, les boutons qui vous pouvez définir pour choisir différents aciers et toutes les options que nous avons pour, par exemple, pour les poutres. On peut trouver des options qui sont particulières pour l'action sismique. Dans ce cas, c'est une option pour définir les poutres secondaires. Non? On pense que les poutres secondaires sont les poutres qui existent, mais qui ne forment pas part de les structures résistantes avec séisme. Les poutres principaux, oui, mais les poutres secondaires sont obtenues pendant le reste des actions, les actions gravitatoires, les actions du vent, mais dans les modèles sismiques n'interviennent pas dans ces cas. Bon, il y a ici des options, des différentes options, et c'est important de définir et choisir tous les paramètres une fois que nous avons choisi que les actions sont avec l'action sismique. Ici, vous pouvez cliquer et voir que nous avons beaucoup de normes pour le calcul de l'action sismique de différents pays qui génèrent automatiquement l'action sismique. Vous pouvez voir ici qu'il existe aussi la possibilité de calculer avec les normes qui sont déjà dérogées, comme la PS 92 et les 92, la version révisée en 2010. Avec l'Eurocode, vous pouvez choisir l'action sismique dans les deux directions principaux et définir ici tous les paramètres de calcul qui sont importants pour obtenir l'action sismique. C'est-à-dire, on peut définir la fraction des charges d'exploitation qui est considérée pendant l'action sismique. On peut définir ici des paramètres qui sont importants pour obtenir des différents
coefficient qui multiplie à l'action sismique, comme c'est la géométrie de la structure qui peut être régulier ou irrégulier, et les coefficients de comportement en fonction de les typologies structurelles. Il y a ici une aide qui peut vous aider pour avoir ici, en fonction de la typologie structurelle, les coefficients qu'il faut définir ici. De la même façon, nous pouvons choisir ici la zone sismique, si elle est faible, modérée, moyenne, forte, et vous avez ici la carte sismique de France et de tous les territoires, en cas de doute. De la même façon, les types de sols qu'il y a en fondation, l'importance de l'ouvrage, et aussi le nombre de modes de vibration qui intervient dans l'analyse, comme peut-être si la norme spécifie un nombre de modes, ou s'il faut les déterminer automatiquement pour les logiciels, jusqu'à atteindre un pourcentage de la masse déplacée, ou spécifier pour l'utilisateur 6, 12, le nombre de modes que vous voulez. Normalement, si on spécifie avec la norme, s'il y a un article qui spécifie le pourcentage total de la masse de la structure, bon, le logiciel pourra calculer avec le nombre de modes de la norme. De la même façon, les degrés de liberté, si vous avez des niveaux enterrés, souterrains, vous pouvez les considérer ou non, parce qu'il est déjà encastré, non? Les étages qui sont au niveau dessus les rez-de-chaussée, s'il faut ou non les considérer. Et aussi, si vous voulez considérer ou non la composante sismique verticale. Ici, vous pouvez voir le spectre de calcul qu'avec tous les paramètres que nous avons sélectionnés, nous pouvons voir ici, en fonction de les périodes, les coefficients d'amplification de l'action sismique. Une fois que nous avons sélectionné tout ça, c'est-à-dire que en fonction des pays, la norme et tous les paramètres, automatiquement sera générée l'action sismique sur les structures que nous avons définies. Et donc Carlos, il y a une aussi fois que vous savez, oui. Carlos, donc il y a aussi du coup pour les autres pays, on va voir en francophone en tout cas, parce que je sais qu'on a on va voir le Maroc, on va voir les RPS 2000, oui, 2011, oui. Algérie, je crois qu'on a les RPA. 99. C'est vrai, dans le cas de l'Algérie, nous avons la RPA 99 révisée l'année 2003. Et bon, ici, nous avons pour le Maroc, qui c'est la RPS 2011, que c'est la norme qui est d'application. Mais il y a aussi la RPS 2000, si vous voulez vérifier des bâtiments qui sont déjà construits, et il faut les vérifier avec la norme 2000. Non? C'est de la même façon que je dis qu'en France, il y a la PS 92 et 92 révisés. Non? Nous avons ici la même possibilité. Nous avons la possibilité aussi d'appliquer les méthodes générales, c'est-à-dire que nous pouvons choisir l'utilisation de l'analyse modale spectrale en général, comme nous avons parlé déjà de France, Algérie et Maroc, mais vous pouvez aussi définir un coefficient par niveau pour faire un calcul statique, qu'il est possible. Et je crois que je n'ai pas oublié quelque chose. Non, c'est super. Ouais, donc on peut se mettre son propre spectre et tout ça. Oui, ça marche. Ok. Oui. Bon, nous pouvons continuer. Je donne la main
à mon collègue Hernan pour Ouais, continuer. merci beaucoup Carlos. Donc, et là en plus s'additionne le fait du choix du critère de ferraillage ici en ductilité moyenne, etc. Donc Hernan, Oui, pour le reste, ouais, je crois que Hernan peut expliquer toutes ça marche. les options, mais la ductilité, c'est en fonction Oui, oui. de la structure que nous voulons dessiner. Non? Mm. Ok, ben merci beaucoup Carlos pour la partie donc données générales et donc activation de l'action sismique. Donc Hernan, est-ce que sur ce projet-là toujours, on va toujours être sur le même projet, qu'est-ce qu'on a en termes d'options sur les éléments sismiques? Tout à fait. Donc, je vais passer à partager aussi mon écran. Je vais partager l'écran 3. Donc, si vous voyez, c'est le même ouvrage que Carlos vous a présenté tout à l'heure. Donc, dans ce cas, de ma part, mon objectif aujourd'hui, c'est vous montrer quelques options générales qui, après l'application de la norme qui a montré Carlos, ils sont des différentes possibilités que c'est l'utilisateur qui a des façons de quelque façon pouvoir intégrer et modifier les coefficients et comportements du bâtiment face à l'action sismique. Donc, je vais commencer par aller sur les menus entrée des poutres. Donc, si je vais sur poutre, je peux aller sur les menus ouvrage, menu ouvrage, options générales, et on va obtenir ici un menu qui s'appelle facteur réducteur de l'inertie. Donc, la plus grande partie des normes, ils vont nous définir certaines valeurs des facteurs qui vont réduire la rigidité brute des différents éléments pour avoir en compte de la fissuration des éléments face à l'action sismique. Et dans ce cas, par exemple, le logiciel, ce qu'il va faire, il va vous offrir les valeurs par défaut qui sont dans la norme définie, si est-ce qu'il y a une définition de ces facteurs. Dans le cas des recodes, nous voyons donc qu'il y a de certaines valeurs prédéfinies. Et c'est l'utilisateur qui a la possibilité aussi de venir sur ces facteurs et les modifier selon ses besoins, s'il a soit la possibilité, soit les besoins de modifier les comportements ou certaines considérations sur les bâtiments qui a entre mains. Donc, ici, on va voir les différentes valeurs qui le logiciel va nous offrir. Dans ce cas, par exemple, pour les différents éléments, poteaux, nous voyons qu'on a les poteaux primaires face à l'action sismique, poteaux secondaires. Carlos, il a déjà dit quelque chose de très important. On va en parler un petit peu plus en détail ici. Et après, on verra qu'on a les poteaux primaires, poteaux secondaires, poteaux de renfort des bords des murs face à l'action sismique. On a certains facteurs qui sont pris par défaut de la norme et c'est l'utilisateur qui peut venir, bien sûr, ici et les modifier. Aussi, on a les noyaux, on a les murs en béton, murs en maçonnerie. On voit aussi que les poutres, il peut être des poutres primaires et secondaires et planchers primaires et secondaires aussi, sur lesquels on peut modifier ces valeurs et ces facteurs. Donc, si on revient donc sur les catégories parasismiques des éléments principaux, on peut commencer à voir aussi qu'on aura la possibilité de modifier la catégorie sismique des différents éléments
Il faut savoir que, par exemple, pour certains éléments, soit par ses caractéristiques, soit par sa fonction, l'utilisateur ne veut pas qu'il fasse partie de la structure principale qui fera face à l'action sismique. Donc, c'est l'utilisateur qui a la possibilité de modifier sa catégorie parasismique. Qu'est-ce qu'il fera le logiciel? Donc, dans les modèles analytiques calculés avec l'action sismique, il va être réduit à une valeur très, très faible, la rigidité, de façon que cet élément ne fera pratiquement partie de la structure qui fera face à ces efforts sismiques. Dans ce cas, par exemple, pour un élément poteau, on peut définir une catégorie de parasismiques primaires, secondaires, au renfort des bords des murs. Dans ce cas, il faut savoir que pour les éléments renforts des bords des murs, la valeur qui correspond au facteur de modification, c'est presque les mêmes que pour un élément primaire, mais on peut modifier les différentes vérifications qu'on fera face à par exemple, différentes valeurs de sisme. Donc, effort ancien, etc. Car il est complètement en consonance, travaillant à la même fois qu'un mur. Donc, ici, on aura la possibilité aussi de modifier la catégorie face à l'action sismique des poutres. Et on peut modifier ça si on vient sur l'onglet Entrée des poutres, on va sur poutres, on peut aller sur les autres options, catégorie parasismique, et on a la possibilité donc de définir la fonction parasismique d'une poutre. On peut avoir une poutre primaire ou une poutre secondaire. Et on peut attribuer cette fonction selon sa position et aussi selon, par exemple, le type de travail qu'il va faire une poutre. Si une poutre n'est pas vraiment partie de la structure principale face à l'action sismique, on peut déterminer qu'il sera secondaire. Par exemple, une poutre appuyée entre deux poutres, il ne sera pas vraiment un élément principal. Et de la même façon qu'on aura la même chose, par exemple, sur un poutre qui s'appuie sur un poteau secondaire et que sur l'autre extrémité, il appuyait sur une poutre. Dans ce cas, on peut déterminer qu'il s'agit vraiment d'une poutre secondaire face à l'action sismique. Par exemple, même chose avec les éléments en porte-à-feu. Pour les planchers, même chose, l'utilisateur a la possibilité de catégoriser sa fonction sismique et on peut dire qu'un plancher, il peut être un élément primaire face à l'action sismique ou secondaire. Par défaut, le logiciel il va classer tous les éléments comme éléments primaires et c'est l'utilisateur qui a la main sur sa fonction après la modélisation. Donc, une autre importante possibilité qu'on a sur notre logiciel, c'est la possibilité d'avoir en compte la modification car certains éléments non structurels peut avoir sur les comportements généraux du bâtiment face à l'action sismique. Dans ce cas, il s'agit des éléments constructifs. On peut avoir les liens sur ces menus ou on peut trouver ça sur les menus charge.
Donc, ces éléments non structurels, éléments constructifs, peuvent modifier vraiment les comportements du bâtiment face à l'action sismique de manière de déterminer certains amplifications de l'effort tranchant, par exemple, dans certains poteaux. Cette modification, il peut créer vraiment des pathologies et des problèmes importants de stabilité dans les bâtiments. Et il est vraiment intéressant de pouvoir avoir en compte avec les logiciels. Pour les faire, on peut donc définir ces éléments constructifs non structurels. Et le logiciel il va avoir compte de la charge qu'il va définir, par exemple les murs de façade qui sont entre poteaux. Et il va avoir en compte sa charge, mais aussi il va avoir en compte, dans ce cas, la possibilité de modifier donc les calculs des propriétés de sa maçonnerie pour avoir comme la rigidité de ces éléments face à l'action sismique. Et aussi, le logiciel va avoir en compte, dans ce cas, un calcul avec différents états itératifs, avec les différents états d'inertie de ces éléments qui vont prendre en compte les niveaux de dégâts qu'il y aura ces éléments selon les différents états étudiés par les logiciels. Si vous voulez des détails, par exemple, le calcul qu'on fait et de la différentes informations qu'on aura, c'est la possibilité d'avoir, par exemple, ici, les différentes données appliquées pour un élément. Et pour avoir plus d'informations ou plus de détails du calcul qu'on fait, on aura toujours la possibilité d'aller sur Aide, mémoire de calcul, et consulter sur un PDF l'interaction de la structure avec éléments constructifs et vous allez avoir tous les détails nécessaires du calcul avancé qu'on a la possibilité d'appliquer sur le logiciel avec ces éléments. Donc, pour finir, nous avons donc à la fin du calcul la possibilité de voir donc les modèles analytiques. Dans ce cas, le logiciel va nous montrer donc la discrétisation qui a été appliquée pour les structures. On aura la possibilité de voir les différentes valeurs appliquées par le logiciel. On applique par exemple les contrôles et on va voir toutes les valeurs obtenues et définies par les logiciels pour les différentes analyses. Et on aura aussi la possibilité de voir à la fin du calcul, la déformée. Le moment le plus intéressant ici, c'est vraiment pouvoir voir les structures, obtenir la possibilité vraiment de voir la discrétisation et de cette façon voir les comportements généraux de la structure face aux différents états de charge, soit gravitatoire, soit sismique, soit du vent. Donc, voilà un peu la partie de laquelle j'étais chargé. Ok, Hernan. J'espère passer en ce moment, Yves, pour continuer. Merci. Ouais, donc les options de modélisation jusqu'à déjà ces premiers éléments de résultat du calcul. Donc les éléments constructifs, finalement, par exemple, c'était un parpaing, un mur en bloc de béton en remplissage, quoi, par exemple, qui soit pas porteur, quoi. Donc effectivement, 6P4 permet ce type de prise en compte et c'est assez unique sur le marché, le fait de prendre en compte des maçonneries de remplissage en fait
Consolidation sismique. Bon, très bien. Bah, tu as commencé un petit peu la partie résultats, mais justement qu'Antonio va nous approfondir un petit peu, je crois, sur une fois toutes ces options, ces modélisations, ce calcul réalisé, qu'est-ce qu'on en extrait en termes de résultats, Antonio? Oui, bonjour. Merci Bonjour, à Antonio. bonjour à tous les compagnies précédents. Et comme ils ont déjà parlé de l'entrée de données, il me reste parler un peu des sorties qui peuvent être graphiques, numériques ou les sorties de plans. Non? Et ça veut dire cette entrée de données que le logiciel a réagi d'une façon. Je sais pas, vous voyez bien mon écran? OK? Et on le voit très très bien, Antonio. C'est bon. C'est nickel. Je crois que c'est... Ah non, c'est encore celui il est en train d'arriver. Le parfait, voilà. Parfait. Ouais. Donc, ce modèle qu'on a défini les efforts sismiques, qu'on a vu certains paramétrages des éléments qui vont saisir les efforts sismiques, le logiciel nous donne plusieurs résultats pour décider et continuer avec la conception ou l'analyse. Pour commencer, comme Hernan a commencé à voir, avec résultats, dans l'onglet résultats, nous pouvons voir avec courbe enveloppe et la déformée. Ici, quand nous parlons de la déformée, c'est la déformée vectorielle. Ça veut dire qu'on ne parle pas seulement du déplacement vertical, non, on parle du déplacement dans les trois directions, X, Y, Z, non? Bon, pour mieux voir comment réagit notre structure, on a forcé parce qu'elle est bien, elle a une bonne conception et on a réduit les déplacements. On doit mettre un facteur très élevé. Et entre autres paramètres, comme on a déjà dit, on peut forcer le logiciel à nous montrer, par exemple, la discrétisation des planchers ou pas, voir la structure superposée avec le modèle. Bon, ça, ce sont des bonus qui vont nous aider. Mais le plus important dans ce cas, c'est pouvoir voir les résultats. Et dans ce cas, nous allons faire ça par hypothèse simple. Et on va choisir, bien sûr, ou bien le séisme X ou le séisme Y. Dans ce cas, le logiciel va nous montrer tous les modes qui ont été analysés. Et si on le choisit, on force. Du coup, déjà, on voit dans la fenêtre la valeur de ce déplacement qui est fait. Si nous forçons le logiciel de nous donner, par exemple, une animation, ça va prendre son temps, bien sûr, et nous allons pouvoir le voir dans une fenêtre séparée. Bon, avec patience. Du coup, cette façon de faire la présentation évite de montrer le temps de calcul. Non? Ici, nous voyons cette déformation. J'ai un peu forcé ça pour que ça soit un peu plus visible. Bon, et comme toujours, nous disposons de tous les outils de la vue 3D pour mieux déplacer notre bâtiment et analyser ça. Et du coup, cet outil est très important pour remarquer c'est un mal design, non, dans le modèle. Non? Il y a des barres qui vont être bourrées de déplacements plus importants. Cette partie de l'ouvrage doit être entrecroisée d'une manière ou d'une autre. Non? Donc, ça, c'est un outil très important. Et nous pouvons profiter, comme nous sommes là, pour essayer de voir, par exemple, le mode 3, que normalement, il correspond au mode rotationnel. Donc, dans ce cas, la conception est bien faite. Ça va être des déplacements qui ne sont pas très, très forts. Non? De toute façon, nous allons pouvoir le remarquer dans la vue 3D. Bon. Vous voyez, c'est un peu faible. Je ne sais pas si, peut-être dans cette vue-là, vous allez voir, non? Bon, le bâtiment, comme vous avez vu, il est bourré de murs jusqu'au après-dernier étage, dont nous avons une partie qui est peut-être souple, métallique. C'est cette partie-là on voit qu'il est forcé cette rotation. C'est un résultat qui va en consonance avec le modèle qui a été émis. Bon, c'est une partie qu'on devait parler et c'est là, OK? Si nous revenons sur... Et on fait la vue 3D, comme vous voyez, ça justifie un peu le déplacement. On a moins de cloisons, moins de murs de partition. C'est pour ça cette partie-là a un déplacement plus grand que la partie inférieure.
Bon, ça, et on peut aussi voir des isovaleurs. Comme on a déjà vu avec déformé, on a la déformée vectorielle de tous les points de l'ouvrage. Par contre, quand nous venons ici avec isovaleur, nous allons pouvoir voir les déplacements qui correspondent seulement dans Z vertical. Et nous pouvons choisir l'hypothèse que nous voulons. Si nous, dans ce cas, on choisit l'hypothèse X, mode 1, on peut remarquer les déplacements qui sont attribués exclusivement dans la direction Z sont très petits. Bon, c'est une autre façon de voir les déformés, mais la déformée que nous voyons dans l'autre fenêtre est plus importante parce que c'est une déformée vectorielle de tout le bâtiment. Celui que nous voyons ici, seulement le déplacement Z dans une direction. Bon, dans les autres webinaires, on a déjà parlé de la possibilité de voir les efforts. Bon, dans ce cas, peut-être l'importance de voir l'hypothèse spasisme n'est pas importante car le logiciel peut donner des combinations pour le dimensionnement et nous pouvons aussi le voir. Si nous continuons avec les éléments importants que nous pouvons remarquer ou voir les efforts, on doit continuer peut-être avec les poutres. Et nous avons avec un courbe enveloppe la possibilité de voir les efforts d'un poutre. Ou bien, si nous, plus tard, on va pouvoir le voir avec Mohamed et l'édition des armatures. Mais ici, je vais seulement profiter pour vous montrer qu'avec la graphique des efforts, nous avons aussi la possibilité de choisir, si nous voulons voir le moment fléchissant, tranchant, si ça me laisse cliquer là. OK, tranchant, ça prend son temps. Les efforts normaux, bon, dans ce cas, les poutres, ils n'ont pas beaucoup d'efforts normaux. Et nous pouvons voir en bas, durable ou transitoire, ou sismique, qui a le sens avec le cours, le webinaire que nous sommes en train de voir. Aussi, nous avons la possibilité d'afficher les zones de confinement qui seront tenues en compte pour les prescriptions de dimensionnement, que plus tard, on va revenir sur ça. Nous avons une autre manière de voir aussi ça avec courbe enveloppe et effort d'input pour cliquer directement sur la poutre et voir, bien sûr, les efforts. Si nous voulons voir seulement le sismique, on clique avec le bouton droit, on change. C'est la façon de voir ça. Par rapport aux efforts numériques que nous pouvons voir des dalles, ça peut se faire aussi avec courbe enveloppe. Nous avons effort nœud dalle plancher réticulé. Et là, nous cliquons. Bon, tout le temps, il faut se rappeler que le fond pour le modèle est créé sur une maille que nous pouvons voir. C'est la maille qui est générée avec courbe enveloppe dessinée maille. Dans le cas d'une dalle pleine, la maille se fait chaque 25 cm. Sur cette maille, bien sûr, on se base pour pouvoir montrer les efforts sur n'importe quel point de toutes les hypothèses qui sont tenues en compte. Mais vous rappelez que lors du dimensionnement de tous les éléments, et on va faire l'expansion modale de tous les modes sismiques pour les combiner avec les hypothèses statiques. Non? Bon, ça va se faire du coup par le logiciel. Si nous continuons avec les sorties numériques que le logiciel peut donner, par exemple, une des sorties que j'aime bien, c'est toujours dans le récapitulatif, qui est associé avec ce qu'on appelle justification de l'action sismique. Cette justification de l'action sismique, on va le centrer, ça va nous permettre d'obtenir dans une seule note tous les résultats importants que nous avons fait dans le input, par exemple la norme qui a été choisie, et le système structural qui a été mis, les facteurs qu'on a changés pour adapter à notre bâtiment. Et nous allons voir aussi la création du spectre de calcul, comment elle était faite, et dans les deux directions.
Ici, dans cette partie, du coup, nous allons voir les coefficients de participation de chaque mode. Nous avons la période qui est là. C'est une valeur qui peut être importante pour nous donner une idée et comment vérifier, changer la conception de notre bâtiment pour être plus solide face aux efforts sismiques. Non? Dans ce cas, le premier mode à 0,2 secondes. Et bien sûr, elle est principalement induite dans le sens Y, et les autres aussi. À la fin de compte, le logiciel nous donne la masse qui est déplacée dans le sens et il fait la somme pour savoir si on atteint la exigence de la norme qu'on a choisie. Pour nous donner une autre information. Comme vous voyez, cette note-là, il est très important, il donne plein d'informations. Et nous pouvons aussi voir une similitude avec un mode d'un seul degré de liberté pour comparer un peu le comportement de notre bâtiment avec un mode d'un degré de liberté. C'est ça les paramètres qui vont être fixés par LX, LI, LG7. Si cette mode a une forte rotation, on va le voir dans la colonne LGZ. Bon, dans les autres cas, ça va avoir plus d'influence dans une direction ou dans l'autre. Si nous continuons pour voir les autres informations qui sont dans cette note-là, nous pouvons voir bien sûr le centre de masse et le centre de rigidité qui va essayer aussi de dessiner. Plus notre design est bon, et les deux points vont tendre à être proches. Non? Plus ils sont éloignés, ça va nous donner une discontinuité dans le design. Non? Ce sont autres remarques qui vont nous permettre. Ça, on pouvait le voir aussi dans la fenêtre, au lieu de voir là dans cette note. Si nous continuons en bas, nous pouvons voir les efforts tranchants 6 bits qui sont générés par étage, bien sûr. Nous avons la valeur modale et la valeur statique équivalente qui est montrée pour comparer, pour faire les comparaisons. Et nous pouvons voir aussi par graphique ces informations, par étage. Et à la fin, nous pouvons voir le pourcentage des efforts tranchants qui sont saisis par poteau et par les murs. Comme vous voyez, jusqu'au niveau 1. Si nous continuons, nous pouvons arriver même jusqu'au rez-de-chaussée, le dernier niveau. Et bien sûr, dans la somme totale que le logiciel fait, que nous sommes là, on voit que tout est saisi par les poteaux. Mais c'est dans le dernier étage, oui, dans le plus bas, tout est saisi par les poteaux. Mais immédiatement, au rez-de-chaussée, nous avons déjà un plancher où les murs vont saisir la plupart des informations des tranchants horizontales, que nous voyons là, 84%. Non? Donc, le logiciel, il donne bien les informations en fonction de l'introduction des données que nous avons faites. Dans ce cas, nous avons mis comme fondation des long greens qui vont supporter les murs. En bas de ces long greens, la transmission va se faire par des poteaux. C'est pour ça ce résultat-là. OK. Bon, comme toujours, comme cette note est très importante, il faut vous souvenir que l'exportation peut se faire sur DocX, PDF ou des autres formats qui sont disponibles, comme le TXT. Bon, on va fermer la fenêtre. Nous allons continuer. Il y a d'autres informations qui peuvent être importantes pour faire des autres vérifications ailleurs, non? Comme la somme des efforts des poteaux. Nous retrouvons ça ici, effort et ferrage des poteaux. Quand nous venons là, en plus de faire les sorties habituelles des éléments, nous allons aller directement sur ce qui nous intéresse. Somme des efforts poteaux noyau mur. On peut voir ça complet ou par résumé. Nous allons faire par résumé pour un peu. C'est là, une fois, nous avons et pour tous les niveaux et pour les éléments, nous pourrons voir dans la colonne N l'effort normal qui est transmis par l'élément
dans l'étage correspondant, le moment fléchissant dans une direction, dans l'autre direction, le tranchant et moment torseur. Si nous allons au fond, nous allons voir un résumé, OK, ici, qui nous donne le poids total qui est transmis au rez-de-chaussée. Et bien sûr, comme la fondation est faite par Longreen, on a les valeurs qui sont 0. Nous avons, en plus de cette information, la possibilité de créer un plan avec les réactions. Ça, nous allons trouver ça dans le plan de l'ouvrage. Ici, bon, comme je l'ai déjà fait, je vais le supprimer. Si on ajoute, parmi tous les plans que le logiciel fait sortir, nous allons aller sur charge sur fondation. Bon, et nous allons choisir, bien sûr, la configuration de telle façon que nous allons avoir les moments et les efforts tranchants en plus de l'effort normal qui va être pris en compte. Nous allons accepter. Si on a mis les lignes de référence, qu'est-ce qui se passe là? Un moment, s'il vous plaît. Un petit accro. Ouais, je l'ai essayé avant, Ouais. hein, peut-être quelque chose là. Ah non, mais il a fait exprès. Après, on verra les plans aussi de ferraillage aussi, tout ça. Oui, plan, revenons, charge fondation. De toute façon, je crois que c'est les charges qu'on va finalement qu'on reçoit aussi dans le rapport, dans le récapitulatif en fait, dans les tables par amorce. Je fais un essai. Ouais, c'est la même Ah ouvrage. super. Ah bah voilà, ça marche. Ouais. Même ouvrage. Donc ici, nous voyons bien sûr l'expansion modale qui a été faite pour les sorties de sisme X, sisme Y dans les deux directions. Voilà, on voit vraiment ici des réactions d'appui ponctuelles parce qu'en fait, les murs, comme tu disais, posent sur les poutres qui posent sur les massifs en fait. Donc c'est les réactions sur les massifs de fondation, quoi, ça. Okay. Bon, d'autres résultats qui sont intéressants, toujours dans les rapports, nous revenons là, nous avons les distorsions. C'est là, on fait distorsion des poteaux. Donc, ici, cette information va être utile pour faire la comparaison avec l'exigence de notre norme et prendre la décision. Nous avons un récapitulatif qui va donner la distorsion relative dans la direction X, Y, en fonction, bien sûr, du déplacement horizontal entre... Bon, dans ce cas, c'est vraiment petit, non? Dû à le bon design qu'on a fait pour entrecroiser le bâtiment face au déplacement horizontal. Mais c'est une note de calcul qu'il faut prendre en compte pour les vérifications. Et pour terminer, on va parler des effets de second ordre. Dans l'ouvrage originaire, on n'a pas accroché les effets de second ordre quand ils ont mis le sisme. Et donc, je dois charger notre ouvrage qui va nous permettre de voir les résultats. Et comme ça, par exemple, celui-là. Bon, et la pénalisation due aux efforts de second ordre se fait automatiquement par le logiciel, mais nous avons la possibilité toujours avec données générales, quand on revient sur la norme et on accroché avec effet de second ordre, nous pouvons voir, bon, dans ce cas aussi, j'ai les éléments constructifs. Nous avons, par exemple, si nous venons par facteur d'amplification de l'état 1, ça veut dire, le logiciel va nous montrer pour toutes les 16 combinations d'où le sisme participe, il va nous montrer le facteur gamma zeta qui permet de surcharger le coefficient de cette combinaison. Dans ce cas, le facteur d'amplification est très petit, c'est 1,07.
ça fait un petit incrément, non, qui permet. De cette façon, nous pouvons voir toutes les combinaisons qui seront tenues en compte par le logiciel, quelle pénalisation a été faite, non, en tenant en compte ce effet de second ordre. Bon, on a aussi une note de calcul qui nous permet de le voir. Et dans ce cas, on a mis 1.6 comme coefficient parce que principalement tous les éléments étaient béton. On peut même arriver à une valeur de 2. La mémoire de calcul donne un peu une orientation par rapport à ce coefficient. Et bon, pour moi, on pouvait parler de plusieurs choses, mais pour laisser un peu le temps aux compagnies, et je crois que c'est suffisant, non? Non, c'est super. Merci beaucoup, Antonio. Merci à vous. Effectivement, le coût des coefficients d'amplification dans l'effet de second ordre, c'est quelque chose qui est souvent ignoré et qui est pourtant important. Pour les bâtiments qui sont en haut, bien sûr. Donc là, on a vu pas mal de résultats globaux, en fait, qui permettent de valider la conception globale du bâtiment avec des aspects particuliers d'effort, etc. Et on va finaliser, malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps, Mohamed, mais on va regarder ça tranquillement quand même. On va finaliser par les ferraillages des éléments avec Mohamed. Si tu veux bien toujours nous commenter sur ce projet-là. Et puis, bon, il y a des questions qui sont posées. On y répondra tout de suite après l'intervention de Mohamed sur le ferraillage des éléments. D'accord. Merci Yves. Je vais partager mon écran. Vous voyez mon écran? Oui, tout à fait. Et donc, toujours le même projet, mais donc on va voir ce sujet de ferraillage. Parfait. Donc, on passe maintenant au dimensionnement et à la vérification des éléments structuraux, poteaux, poutres et voiles, autrement dit murs en béton armé. Donc, on est ici dans l'onglet Résultats et pour accéder à ces vérifications, on a un éditeur de poteaux pour les éléments verticaux, vertical plutôt, et on a un éditeur de poutres et murs. Commençons par les poteaux en béton armé. Donc, je vais cliquer par exemple et choisir le poteau P7. Donc, on arrive dans cette interface. Si vous voyez, on a deux éditions. Donc, édition sur table et édition sur table de poteau que je vous expliquerai après. Donc, dans la première édition sur table, on peut se positionner à travers la vue en plan des poteaux. Si vous remarquez, le poteau que j'ai sélectionné, le poteau P7, il est encerclé en gras. Et on a aussi des poteaux semblables qui sont regroupés. Bien évidemment, on peut désgrouper nos éléments verticaux. En parallèle, on a un résumé pour les vérifications qui ont été faites. La disposition des armatures, l'état d'épuisement vis-à-vis de l'effort tranchant et l'effort normal, la disposition des armatures, la conception par capacité et le taux de travail de nos armatures. Et puis, on a aussi les combinaisons sismiques qui ont été générées automatiquement. Ce sont des combinaisons de Newmark qui ont été générées effectivement automatiquement suite à la sélection de la norme. Mais je tiens juste à préciser que on peut bien évidemment ajouter des combinaisons manuellement. Et puis, on passe maintenant aux efforts les plus défavorables dans notre section et dans notre poteau, donc l'effort normal et les moments selon les deux directions ainsi que les efforts tranchants. Et puis, dans cet onglet, donc on a la liste des vérifications pour toutes les combinaisons et qui ont été générées en concomitance avec le diagramme d'équilibre contrainte déformation des barres, comme vous le voyez ici à droite et en haut. Et puis, la résultante est le diagramme d'interaction pour le ferraillage de notre élément qui est très intéressant pour voir la capacité et la résistance de notre poteau vis-à-vis de l'action sismique. Et puis,
je tiens à préciser aussi, si vous remarquez ici, il y a des poteaux qui sont affichés en bleu et il y a des poteaux qui sont affichés en rouge. Les poteaux qui sont affichés en bleu, ce sont des poteaux qui ont été vérifiés et qui ont respecté toutes les conditions vis-à-vis de dimensionnement par rapport à leur code 8 et par rapport à leur code 2, vu qu'on est dans un cas de béton armé. Et puis, les poteaux rouges, il y a des conditions qui vont mal par rapport à ces normes. Donc, je reviendrai pour ces éléments. Donc, je vous expliquerai ici la méthode de dimensionnement dans le logiciel. Donc, on peut ici modifier la géométrie et redimensionner et recalculer juste l'élément. On peut aussi modifier le diamètre des armatures et le nombre des armatures longitudinales et transversales. Et à travers la note de calcul, donc, on peut voir ce qui a été généré vis-à-vis des normes. Donc, je ne vais pas m'attarder dans les dispositions relatives à leur code 2. Je vais juste citer ça brièvement. Donc, armature minimale et maximale, état d'épuisement dans le cas statique, etc. Pour l'action sismique, donc commençons par l'état d'épuisement des forts tranchants par rapport à combinaison sismique. On voit bien ici qu'on est, on est pour une valeur sécuritaire par rapport à le coefficient 1. On passe maintenant aux critères de conception par séisme pour voir ce qui a été fait pour notre cas. Donc, on voit bien ici qu'on a respecté toutes les conditions pour l'armature longitudinale et transversale. On a aussi deux critères de ductilité qui sont importants pour l'action sismique, donc le dimensionnement par capacité. Donc, l'effort résistant et l'effort agissant. Donc, on voit bien ici que les valeurs sont respectées. Passons maintenant pour les poteaux qui ne sont pas vérifiés. Donc, par exemple, je prendrai ce cas. Donc, je clique sur note de calcul. Je peux la trouver ici, vérification. Et puis, je peux juste isoler les éléments qui ne sont pas respectés vis-à-vis de la norme. Et je trouve ici les conditions de ductilité qui ne sont pas respectées et effet de l'action sismique. Donc, on voit bien dans notre modèle que le dimensionnement par capacité qui est induit pour un poteau fort et poutre faible n'a pas été respecté. Donc, par exemple, on est obligé d'augmenter la section. Donc, je vais prendre, par exemple, une section de 35 cm. Donc, le logiciel va générer automatiquement le calcul. Donc, on voit bien ici que cette condition a été respectée dans certains niveaux et non pas dans d'autres. Donc, je vais juste augmenter une autre fois la section et actualiser. Maintenant, on voit bien que toutes les conditions ont été vérifiées pour la section. Et puis, on a la deuxième table, édition sur table. C'est pratiquement le même concept que la première table, sauf que cette interface nous donne plus de possibilités pour modifier l'armature transversale. Donc, par exemple, pour les zones de confinement, je peux bien spécifier mes armatures transversales. Donc, je vais opter, par exemple, pour un autre type d'armature. Donc, je peux choisir un cadre, par exemple, ce type de cadre. Je peux aussi paramétrer un autre type. Voilà. Et si je clique sur accepter, le logiciel va recalculer juste l'élément et faire les vérifications derrière via leur code 2 et leur code 8. Et puis, le logiciel permet d'avoir une vue de 3D de le ferrage qui a été sélectionné. Et puis, le logiciel permet de générer aussi des plans d'exécution
et plans de ferraillage qui sont très détaillés. Donc, je prends par exemple le cas de ce poteau circulaire. Donc, on a l'espacement des armatures transversales et l'armature longitudinale, les coupes, les sections, le façonnage des barres, et puis un tableau de ferraillage. Et on a aussi le ferraillage sur toute la longueur de notre poteau. Je prendrai un autre cas pour le poteau circulaire aussi. Donc, comme vous le voyez ici, on a un plan d'exécution sur toute la longueur de notre poteau avec les coupes et les sections. On peut aussi éditer l'armature longitudinale de la même façon que le premier truc. Et on a ici d'autres fonctionnalités qui nous permettent, par exemple, d'égaliser les données, de regrouper les poteaux, etc. Avant de passer au dimensionnement des poutres, on a aussi, je vais vous montrer le diagramme des efforts internes pour nos éléments. Donc, par exemple, je vais choisir le CIS, donc le premier mode, deuxième mode, etc. Donc, ce qui est bien dans cette interface, on a la possibilité d'avoir les valeurs des efforts internes sur toute la longueur en glissant juste la souris. Et si vous remarquez ici, la cote change en fonction de la hauteur. Je passe maintenant au dimensionnement des poutres en béton armé. Donc, à travers, on va sur poteau noyau, éditeur de poutres. Voilà, éditer. Donc, dans ce éditeur, donc, comme l'a montré déjà Antonio, je commence par le diagramme des efforts internes. Donc, on peut choisir la situation sismique. Selon plusieurs hypothèses, on peut aussi agrandir ici l'échelle pour mieux visualiser. Je vais décrocher ça. De la même façon, dans les poteaux, on peut se balader et changer de se positionner d'un portique par rapport à un autre à travers cette vue en plan. Nous allons voir aussi les vérifications qui ont été faites par rapport au dimensionnement sismique. Donc, il y a toujours des vérifications par rapport à leur code 2. Et puis, je vais choisir quelques vérifications, par exemple, l'effet de l'action de calcul poutre. Donc, c'est le dimensionnement par capacité, mais on a vu ça dans les poteaux. Donc, critères de conception par séisme, par exemple. Donc, on voit bien ici que les critères ont été vérifiés par rapport à leur code 8. Par exemple, la règle BC sur 4 pour l'excentricité de l'axe de la poutre. La largeur BW a été respectée aussi pour l'effort de compression et les dispositions constructives pour ductilité. Donc, pour les zones de confinement, les espacements, donc les articles de l'Eurocode 8 sont mentionnés ici. Comme tous les rapports de CIP, on peut l'exporter au format PDF, Word et HTML. Et puis, on a d'autres vérifications de la flèche, l'ouverture du fissuration et d'autres critères. On a la possibilité de modifier les armatures transversales dans l'éditeur poutre, modifier les espacements. On a aussi la possibilité de modifier et dimensionner les armatures, changer le nombre d'armatures, comme vous le voyez ici, changer le diamètre aussi. On peut bien unir et simplifier la disposition des armatures. Et on peut aussi modifier, afficher les zones de confinement, bien sûr, et modifier aussi l'ancrage des barres.
Je vais vous montrer aussi ça. Édition cross, ancrage, clic droit, voilà, donc type de cross. Donc je peux bien choisir un crochet de 90 degrés. Et pour celui-ci aussi, tip top, voilà. Donc là, au niveau sismique, voilà, on a vu l'éditeur de poteaux, l'éditeur de poutres pour ces éléments-là, quoi. Donc tu as les normes. Ça, c'est sur les poutres dites primaires, en fait, où il y a eu ces vérifications sismiques qui ont été réalisées dans l'éditeur, quoi. Ok. Et j'ajoute juste ce point. Donc, on a en dessous le graphique d'aire d'armature qui représente l'aire d'armature nécessaire en rouge et indique les armatures qui ont été attribuées pour notre poutre. Donc, le principe, c'est d'être juste à côté de l'aire d'armature nécessaire pour être confort et économe vis-à-vis de la forme aussi. Et pratique aussi, quoi. Il faut aussi Oui. faire un ferraillage pratique, pas forcément qui soit peut-être. Parfois, il faut peut-être faire moins économique et faire des symétries d'acier pour qu'il n'y ait pas d'erreur sur le chantier aussi, quoi, des choses comme ça. Maintenant, pour les voiles et les murs en béton armé, donc on va sur poutre mur et des murs, mur en béton armé. Donc on se retrouve dans cette fenêtre et dont on peut consulter nos efforts. Je vais sélectionner l'hypothèse sismique, mode 1 par exemple, ici effort, donc on peut consulter l'effort normal, les moments, etc. On peut aussi visualiser les déplacements. Voilà, et à travers cette vue graphique, donc on peut voir est-ce que les efforts ont été déplacés. Et puis, on a dans cette interface le dimensionnement de ferraillage. Donc, on a côté gauche et côté droit. On a cette possibilité, c'est juste pour dimensionner et modéliser des voiles qui ne sont pas symétriques par rapport à l'axe central. Donc, on a la possibilité de choisir deux épaisseurs différentes par rapport à l'axe. Et à travers ce bouton, on peut modifier le diamètre des armatures et les espacements. Idem pour le ferraillage transversal. Et à travers le récapitulatif, donc je vais cliquer sur récapitulatif des armatures et les efforts aussi, on peut visualiser ce qui a été dimensionné, donc l'épaisseur, l'armature, ce qui a été attribué aussi comme espacement dans notre mur en béton armé, et puis le taux de travail des armatures simultanément avec les efforts agissant sur notre mur. Voilà, là, c'est les efforts enveloppes, quoi, qu'ils soient gravitaires ou sismiques, en fait, quoi. Hein. Oui. Ok, bah super, Mohamed, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, bah, écoute, on va clôturer peut-être le webinaire sur cette présentation que tu nous as faite, et puis on va commencer à répondre aux questions. Donc, et on va y répondre donc tout de suite. Juste, je précise un truc, donc toujours à la fin, hop, je vais partager ici. À la fin, finalement, on va toujours avoir la capacité de partager notre conception. En fait, tout le travail qui a été fait par tous les collègues là sur la conception, le calcul, etc. On va pouvoir exporter à BIM Server le projet, donc plateforme collaborative BIM, ce qui va permettre de partager notre projet sismique, notre conception et aussi les différents scénarios sismiques sur le cloud. Et en fait, monter une équipe de travail où on va pouvoir inviter d'autres personnes à consulter les résultats de la conception, de tout ce qu'on a pu visualiser dans cette webinaire, et du coup aussi incorporer cette maquette structure, pourquoi pas dans la maquette architecturale, pour que s'initie en fait un échange avec l'architecte. De toute façon, sans plus, je vais vous
cliquez, je vais vous mettre le lien de partage dans les questions et puis on va commencer à répondre aux différentes interrogations. Hop, je vais le rendre visible et on va arrêter ensuite le partage et puis je vais inviter tous mes collègues on va remettre la vidéo et puis on va répondre gentiment aux questions. Il y en a pas mal et on a commencé à y répondre à quelques-unes. Alors, donc dans l'ordre. On peut commencer un plancher secondaire, non? Plancher secondaire, on y a répondu. Donc en fait, pendant la présentation, il y avait l'option en fait dans le menu. C'est ce que nous a montré Herman, je crois. Il demande c'est quoi un plancher secondaire? C'est un plancher qui ne participe pas activement dans le modèle sismique considéré, non? Voilà, qui ne sert pas de contreventement sismique en fait. S'il y a des doutes, il faut considérer qu'il est principal, non? Comme déjà si vous demandez à quoi ça sert, donc vous voulez savoir quels sont les critères pour considérer qu'un plancher n'est pas principal ou secondaire. Dans ce cas, si on a des doutes, elle doit être considérée. Mais si plus tard nous voyons que les armatures sont très forcées, c'est peut-être parce qu'en ce cas, on doit commencer à penser qu'il peut être secondaire pour ne pas saisir tous les fois et mettre une poutre qui est avec retombée qui va permettre un peu. Tout à fait. Ouais. Donc, tiens, je voulais attendre un peu parce que je vois qu'il y a plusieurs questions qui ont des relations avec d'autres webinaires qu'on a déjà vus. Par exemple, quand ils demandent, par exemple, par rapport à la vérification qu'on fait sur les radiers, non? Si on va avoir des soulèvements, on peut les transférer. Au lieu de répondre, on peut les transférer pour qu'ils voient le webinaire qu'on a déjà parlé sur ça, non? Tout à fait, ouais. Donc les planchers secondaires, si on les prend dans l'ordre, donc il y avait donc les bonjour comme Gilles Walter Chonang Mfotso, comment prendre en compte les remplissages en maçonnerie ou voile. Donc il y aura vous pourrez revoir en rediff. Hernan nous l'a montré, c'était le sujet des éléments constructifs. Donc c'est ça, les éléments constructifs, c'est la possibilité de modéliser des murs, mais qui ne sont pas porteurs en fait, des murs ou cloisons qui ne sont pas porteurs comme des maçonneries ou voiles. On a Ndei Kamara Souma qui nous fait remarquer que le CIP n'accepte pas de poteau 15-15. J'ignore pourquoi. Alors, je crois que c'est pas le cas. Enfin, je crois que c'est 10 en minimum en X et en Y. Simplement, peut-être au calcul, vous avez des erreurs sur un poteau 15-15 et ça, c'est plus des sujets d'options de ferraillage. Consulter le support, parce que là, on s'écarte un peu du sujet sismique. Bon, je crois que dans ce cas, il y a, selon la norme qu'on a choisie, il y a des limites minimum pour mettre des sections de poteaux. Mais c'est bien clair qu'un poteau de 15-15, si on commence à enlever les deux fois le recouvrement et le noyau central, donc c'est quelque chose qui peut être, comment dire, ce n'est pas un calcul sérieux, c'est quelque chose qui est fait d'une façon traditionnelle dans certains points où on n'a pas des efforts grands sismique, ni de vent, non? Quand on commence à bourrer des efforts qui sont logiques dans un bâtiment, on arrive à la conclusion que cette section ne va pas vérifier les états limites. Donc, c'est pour ça, si on doit forcer de mettre des armatures en tenant compte de recouvrement, cette limite-là n'est pas logique. Mais de toute façon... En tout cas, c'est pas que CIP n'accepte pas. CIP l'accepte, il le calcule et dans la note de calcul, on peut voir ce qui cloche, en fait, dans le sujet. Les exports vers ADFR, ils sont disponibles en BAEL, en norme BAEL. Est-ce qu'il existe Ludovic Moreno, alors j'ai répondu à l'écrit, mais éventuellement j'invite Antonio ou Carlos à y répondre. Existe-t-il la possibilité d'afficher des descentes de charge dites linéaires sur les fondations filantes? Non, parce que on peut avoir la résultante au centre de gravité de notre mur, mais le logiciel ne va pas le transmettre comme une charge linéaire où on va avoir son empreinte, non.
Parce que dans ce cas, nous calculons bien sûr la fondation, la semelle filante directement en tenant compte de cette charge-là. Mais si nous voulons avoir une charge linéaire, on ne va pas l'avoir. On va avoir, et on sera obligé de diviser les murs par plusieurs morceaux. Comme ça, chaque morceau va avoir une résultante. Non? Oui, je vais ajouter une chose, Antonio, parce que la réaction de les charges que vous avez appliquées sur le mur et avec l'action sismique n'est pas possible d'avoir une réaction linéaire. C'est une réaction irrégulière en fonction de la géométrie, de les charges, de l'action sismique. Et c'est pour ça qu'Antonio a dit qu'on peut obtenir la résultante, la valeur de la résultante, l'axial, les moments fléchissants, les forces tranchantes, mais n'est pas possible de donner une distribution de la charge linéaire parce qu'il n'existe pas. Ludovic Moreno qui nous demande comment sont gérées les armatures de transfert dans les dalles lorsque des voiles ne plombent pas et sont pour la partie supérieure en impact sur une dalle avec un décalage non négligeable. Donc j'ai commencé à y répondre, c'est qu'en fait quand on a un décalage franc entre deux murs, effectivement, avec ça, on a en fait grosso modo on a un mur qui tombe sur un plancher. Eh bien, il y a un impact des efforts qui est sur ce plancher-là. Le logiciel va proposer des armatures en renfort. Et ça, c'est pas un sujet sismique, et éventuellement, ça existe aussi en gravitaire. Il va proposer donc des armatures de renfort pour reprendre cela. Et il y a toujours la possibilité de modéliser des bandes noyées en armature, quoi, en reprise de ces appuis-là. Et Ludovic Moreno toujours nous demande si l'interaction sol-structure avec des sous-sols enterrés sont-ils gérés dans la modélisation. Donc ça, Carlos, peut-être que... Ça, on doit revoir le webinaire où on a parlé voilà, de dans ça. le webinaire, non, on en a parlé. L'interaction, non? Il y a, on peut modéliser un sous-sol. Et il y a l'option, c'est ce qu'il nous a montré Carlos dans les données générales au début, l'option de considérer ou pas ces niveaux enterrés dans le calcul sismique. Oui, et de toute façon, si vous savez considérer l'interaction terrain-structure, non, que c'est la demande, et les modèles de l'ensemble de la structure est considéré si vous avez défini les appuis du poteau comme de la même façon que vous avez défini en radier ou vous avez défini en poutre de fondation, non? C'est la même chose. Vous pouvez définir des semelles avec l'interaction et on considère aussi de la même façon qu'avec un radier. On a une autre question toujours de Ludovic Moreno dans l'ordre, hein, si on les prend dans l'ordre, avec des ouvertures dans les voiles, des portes, des fenêtres. Comment sont intégrés les linteaux et comment sont-ils modélisés analytiquement dans la structure? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des éléments raides, des éléments type biellette ou autres? Pour moi, le mur en lui-même, c'est un élément raide avec une discrétisation aux éléments finis. Ouais, le fait de mettre des ouvertures font que la considération était tenue en compte. Le logicien, dans les coins où nous avons les ouvertures, on va avoir des renforts qui seront plus forts. Et dans le logiciel, nous avons avec mur la possibilité d'éditer les renforts. Dans ce point-là, on peut mettre des renforts comme lento ou on peut mettre des renforts comme barre inclinée à 45 degrés. Il n'y a pas de problème dans ce sens. On va pouvoir mettre des renforts pour permettre la bifurcation des efforts, non, dans ce point-là. Les efforts sont connus parce qu'on a un mur qui est calculé par élément fini. Si on fait une réservation, bien sûr, ça va se générer des efforts qui seront surchargés au coin et on a un outil qui permet aussi de le dimensionner.
Merci Antonio. Donc ensuite, question de Ludovic Moreno, c'est ce que disait Antonio. De toute façon, je veux que peut-être les clients qui sont en train de faire la consultation, s'ils n'ont pas clair cette consultation, on doit le faire avec plus de précision en utilisant le support de CIP. On montre un cas et on parle d'un cas, non? Sinon, de cette façon, ça peut être très, très général de ce qu'on parle, non? Sans avoir de précision qui peut éclairer le cas qu'ils veulent faire et qu'on ne comprend pas, non? Tout à fait. D'ailleurs, maintenant que tu le dis, et on va continuer sur quelques questions, mais j'affiche donc les coordonnées mail du support pour ceux qui veulent continuer Et donc, la question, effectivement, que tu disais sur... Alors, attends, il faut que je me retrouve. Voilà, Ludovic, en cas de soulèvement de fondation, quel type d'affichage ou alerte permet de nous mettre en garde? Donc ça, Ludovic, je vais vous mettre en lien le webinaire. Il y a un webinaire dédié justement au sujet des radiers et des fondations. Et donc, on en parle justement du sujet des soulèvements dans ces éléments-là. Et en fait, de manière gravitaire ou sismique, la résolution va être similaire, quoi. Est-ce qu'on en a encore beaucoup? Alors, j'espère que j'en loupe pas. Ludovic Moreno, toujours. Merci Ludovic, il y a plein de questions. Les combinaisons de calcul de Newmark prennent-elles en compte les incidences des soulèvements qui peuvent, pour de grandes valeurs, modifier les redistributions d'efforts et les rigidités? Bon, le logicien, dans ce cas, quand on a un soulèvement, il ne fait aucun ajustage. Il vous donne un avis que nous avons un soulèvement. Ouais. Donc, c'est à nous de prendre des actions qui modifient. Par exemple, pour éviter ce soulèvement, en fait. Ce qu'on peut faire, essayer de redessiner la zone où on a des soulèvements et au lieu de mettre un radier, on met une dalle pleine normale. De cette façon, quand on va refaire le calcul, on aura une distribution qui est plus différente en tenant compte qu'on n'a pas comment on dit, des moyens, on n'a pas de ressorts. Des ressorts on n'a pas, merci, on n'a pas de ressorts dans cette zone, non? Ça, il faut être aussi précis avec le cas. Donc, il y a un processus itératif qui va nous donner les zones de soulèvement et nous allons redessiner cette zone de soulèvement avec des dalles pleines, refaire un calcul pour une autre distribution. Il y a un processus itératif qui n'est pas simple de répondre. Et je crois que par contre, en tout cas, on a répondu à toutes les questions. J'en vois pas d'autres comme ça. Voilà. Bah écoutez, c'était un beau projet collaboratif de webinaire. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer ici. Donc, je vous ai mis donc en dernier commentaire le lien vers le projet beamserver.center pour si vous voulez le visiter, si vous voulez vous connecter à ce projet-là pour le consulter. Je vous ai remis le lien du cycle de webinaires. Vous pouvez y revoir les replays et vous pouvez encore vous inscrire pour les 3 derniers webinaires qui restent sur les ouvrages cylindriques. C'est ça, Antonio, vendredi? Oui. Lundi, et après c'est bon, on te libère. Et lundi, on fait les murs et écrans de soutènement et les poutres de grande hauteur lundi après-midi. Et Noël. Et après, c'est Noël. Voilà. Et après, c'est Nouvel An. Et après, c'est 2021 et on va voir si 2021 sera mieux que 2020 quand même. Bien sûr. OK. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter, les collègues. Merci à tous, Carlos. Merci à tous. Hernan, merci à tous. Yves. Et bonne journée. Et les clients qui ont eu la patience de nous écouter. Oui, et puis vous qui avez été gentils parce que vous êtes en Espagne et c'est l'heure de manger depuis longtemps. Donc, vous devez avoir très faim tous les 3, Antonio, Carlos et Hernan. Merci. Allez, à bientôt. Allez, au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, bonne journée.